Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors si vous découvrez cette vidéo, elle fait partie d'une série qui suit la construction d'un établi par un amateur inexpérimenté, moi. Ces vidéos sont ni des tutos, ni même des exemples à suivre. C'est un auto-apprentissage que je partage avec vous. L'établi est un support à cet apprentissage. Je vous montrerai mes succès, mais surtout mes échecs. Et en fin de vidéo, je ferai un bilan rapide de ce que j'ai appris. Alors forcément, les vidéos vont durer assez longtemps parce que je ne veux pas trancher dans ce qui me semble intéressant de vous montrer. Si vous prenez le train en marche, vous n'avez raté que quelques épisodes. Donc je vous mets un lien vers la playlist qui va bien ici. Et aujourd'hui, je continue la fabrication du piétement. Je vais profiter de la fabrication de traverses pour expérimenter différentes techniques pour faire des tenons et des mortaises, l'assemblage le plus classique en menuiserie. Ces traverses, elles vont relier les pieds par paire. On y va ? Bon, j'ai examiné un petit peu mes pieds d'établi pour pouvoir déterminer lequel va aller où et dans quel sens, dans quelle orientation, en fonction des petits défauts qu'il y a dessus. Donc celui-là, c'est facile, je passe. Celui-ci, c'est celui qui présente un défaut. Alors lui, j'ai décidé de le mettre à l'arrière gauche, donc derrière celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'il sera contre le mur, on ne verra pas trop le défaut. Et le défaut, je vais le mettre en haut. Du coup, il sera un petit peu sous le plateau et ça ne sera pas trop visible. Pour ce qui est de la disposition, ça sera le côté gauche ici. Pourquoi ? Parce que c'est la seule face qui ne comporte pas d'usinage, tout simplement. Donc ça, ce sont les deux pieds gauches. Et donc là, j'ai mes deux pieds droits, donc là, il n'y a pas de difficulté particulière. Juste celui-ci n'est pas très beau, il y a une fente ici, et de l'autre côté, il y a quelques nœuds, et malheureusement, ce sont les deux faces où les morceaux de bois sont d'un seul tenant. Parce qu'en fait, les pieds qui font 10 cm par 10 cm, ce sont deux planches de 10 cm par 5 collées l'une sur l'autre. Donc j'essaye de mettre en face avant une partie qui ne soit pas collée. Sur ce pied-là, c'est pas trop possible, hein, du moins c'est pas très joli. Donc j'ai préféré privilégier cette face-là, voilà. Sur celui-ci, il y a un petit défaut là, qui est pas moche, moi j'aime bien. Mais globalement, je vais quand même essayer de le cacher, donc je vais le mettre en haut et sous le plateau. Voilà, donc la face avant, ça sera celle-là. Voilà, donc maintenant que je sais quel pied va aller où et dans quel sens, je vais pouvoir m'atteler à dessiner dessus les mortaises qui vont accueillir les traverses pour fabriquer donc les côtés. Et les traverses, il va falloir aussi que je les fabrique. D'ailleurs, je vais commencer par là. Allez, c'est parti. Donc je suppose que d'ici, vous ne voyez pas vraiment les plans, donc je vais vous les afficher là. Les traverses, je vais les faire les 4 à la fois. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va être plus simple. Elles ont toutes la même dimension, en dimension extérieure en tout cas. Elles font 80 de large par 50 de haut, si on les tient à l'horizontale. Et elles ont toutes des tenons de la même taille. La seule différence, c'est que côté gauche, on a des parties internes hors tenon de 450 mm et côté droit, 400 mm. Pourquoi ? Parce qu'on a côté gauche le pied de la presse qui est plus gros. Voilà, donc hormis ça, c'est les seules différences. Ainsi aussi côté droit, il y a une rainure qui va servir à accueillir le panneau qui est à droite, sachant qu'il n'y a pas de panneau à gauche. Mais bon, ça c'est des détails. Pour l'instant, je vais commencer par les dimensions extérieures, donc 80 par 50, 4 traverses, c'est parti. Bon voilà, ça y est, c'est fait, je me suis planté. J'ai pas mis longtemps, et puis c'est pas très drôle parce que les traverses là, je les ai coupées trop court et j'ai pas de bois d'avance. Du coup, je suis un petit peu coincé, je sais pas trop comment faire. Je ne sais pas, j'ai deux options, soit les refaire s'il me reste du bois, mais pour l'instant je ne le sais pas encore. Soit refaire des tenons plus courts. Donc je vais y réfléchir, pour l'instant je vais les laisser de côté. Et je vais m'occuper des traverses longues qui, elles, sont à la bonne cote en attendant. La nuit porte conseil, on verra plus tard.
Bon, j'ai fait des essais avec ce super outil. On peut faire des tenons en une seule passe à la toupie, donc c'est génial. Il suffit de présenter la pièce comme ça et hop, on a notre tenon déjà usiné. Donc bah, c'est génial, sauf que j'ai un petit souci. Moi je voudrais des tenons de 60 mm et je suis limité par l'outil à 50. Au-delà de 50, on tape dans l'arbre. Donc bah, c'est dommage. Je pense que je vais commencer à les faire à la toupie et je vais les finir soit au ciseau à bois, soit à la défonceuse. Je vais y réfléchir. Je ne sais pas encore. En attendant, bonne nouvelle, pour mes pièces de bois trop courtes, la nuit a effectivement porté conseil. Je ne vais pas faire des tenons raccourcis ou des bêtises de ce genre-là parce que je voudrais préserver la rigidité de l'établi. Ce que je vais faire, c'est des faux tenons, tout simplement. Donc je vais faire une mortaise ici et je vais y rajouter un tenon exactement comme un domino finalement. Je crois que j'ai un problème d'aspiration. Franchement, c'est vraiment dommage que l'outil soit limité à 50 mm parce que là, il fait du très très bon travail. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais finir ça à la défonceuse. Bon, voilà le plan. J'ai mis un plan justement sous les traverses pour pouvoir les poser bien alignés, enfin tout du moins j'espère. Voilà, ensuite j'ai mis une règle sur laquelle je vais m'appuyer avec la défonceuse et je vais défoncer la partie qui est encore en trop ici, d'un coup sur les 4 traverses. Donc j'ai sécurisé les traverses avec des serre-joints, tout est fixé, normalement ça devrait bien aller, je m'équipe et on essaye. Et voilà, bon, c'est tout cramé là, j'ai l'impression que j'ai pas pris la fraise qui coupe le mieux. Quoi qu'il en soit, ça s'est quand même pas trop mal passé. Je vais vérifier les cotes, mais normalement on devrait être bien. J'ai l'impression que je suis pile sur le trait. J'ai un petit peu abîmé le tenon, mais c'est pas très grave. Voilà, donc c'est clairement pas les plus beaux tenons du monde, mais c'est pas grave, de toute façon ça se verra pas. Ils sont pas terminés, il faut encore que j'enlève de la matière sur les deux côtés ici, mais ça je le ferai après. Je vais d'abord faire les faux tenons, donc pour ça il va falloir que je recoupe ces pièces. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais j'ai fait un repère ici au tranchet. Un tranchet c'est ça, c'est une espèce de couteau avec un côté bien plat. Et quand on l'utilise avec un réglet, on est très précis, on est vraiment sur le trait et pas à côté comme on pourrait l'être avec un crayon à papier. Voilà, donc en plus c'est très joli, mais surtout c'est très précis. L'inconvénient c'est qu'on voit un petit peu moins le trait, mais on peut tout à fait le réécrire par-dessus au crayon à papier pour le repérer. De toute façon, c'est le traçage dans le bois qui compte. Donc pour la découpe, j'ai repéré qu'une seule des deux pièces et je vais utiliser l'écalage sur la machine pour faire deux pièces strictement de la même longueur. Alors pour faire mon faux tenon, j'ai pas de domino, on va faire ça à l'ancienne. Je vais donc tracer l'emplacement de la mortaise et pour ça je vais utiliser un trusquin. Alors un trusquin c'est ça, il y a une petite pointe ici, une surface de référence. Et on s'appuie sur la surface de référence pour faire un repère comme ça. La distance est bien sûr réglable. Celui-ci n'est pas très pratique, il est un peu vieux en plus. Voilà, donc la distance est réglable et on a une cale pour bloquer en position. Je ne vais pas me servir de ce trusquin parce que j'ai une petite merveille avec moi. Ce petit trusquin beaucoup plus moderne, très joli et surtout très efficace. Et je vais, comme d'habitude, limiter les mesures. Je vais prendre les cotes de ce tenon par exemple, voilà, pour les reproduire ici, tout simplement.
Donc là, le principe est le même que le tranchet finalement. On va faire une incision dans le bois, très fine et à l'emplacement exact. Alors voilà ce que ça donne. Alors pour percer ça, 3 solutions, ciseaux bédane, défonceuse ou mortaiseuse. Là je vais prendre la mortaiseuse pour le coup parce que je vais descendre profondément, on va descendre de 6 cm. Donc 6 cm de profond, à la défonceuse ça va être compliqué, au ciseau et au bédane aussi, parce qu'il faut être parfaitement droit. Par contre, la mortaiseuse, je ne l'ai jamais utilisée autrement qu'une fois pour la tester sur des bois tendres et pas en bois de boue. Donc là, on est dans l'inconnu. On est sur du bois de feuillu dur, c'est du hêtre, et en bois de boue. Donc je vais faire un essai sur une chute et je vais voir ce que ça donne. Ça, c'est ma collection de mèches. Donc pour mortaiser, j'en ai 6. Là, il y en a 5, mais la 6e est montée sur la machine. Et pour tout vous dire, j'ai choisi la dimension en fonction de l'état des mèches. Parce que pour le coup, elles ont l'âge de la machine et elles sont très très fatiguées. Donc la mortaiseuse, c'est ça. On a un plateau avec une mèche devant qui est montée sur l'arbre de la raboteuse. Et je peux déplacer sur 2 axes mon plateau pour pouvoir faire mon trou parfaitement d'équerre par rapport à la pièce. Donc ou parallèle, peu importe. Pour ceux qui ne connaissent pas la machine, j'ai fait une présentation dans une vidéo précédente. Je vous mets le lien dans les fiches. Quand j'ai fait mes essais à l'époque, j'étais franchement pas convaincu de la qualité des mortaises, surtout sur les extrémités. Donc là, par précaution, je vais commencer à percer en dessous du trait. On va voir ce que ça donne. On va changer de mèche, celle-là elle fume plus qu'elle coupe. C'est impeccable, génial. Bon bah allez, on est parti. Le défaut là, c'est la fraise d'avant. Bon alors très honnêtement, je suis agréablement surpris par le résultat. Tous les tests que j'avais fait avant ne me convenaient pas, et là je suis franchement charmé. Ouais, charmé. C'est classe. Bon, je vais finir ça au ciseau. Voilà. Ça et ça, c'est au même niveau et d'équerre. Et si je me mets sur le trait, voilà. Et je peux taper droit. A few moments later. Et voilà ce que ça donne. Là où ça fait plaisir, c'est que la première, j'ai mis presque 1 heure, et la deuxième, j'ai mis 20 minutes. C'est le métier qui rentre. Allez, maintenant on se met au tenon. Enfin, au faux tenon. C'est vraiment serré. On va ajuster ça. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est bon, ça. Jetez pas vos chaussettes trouées. Ça peut servir pour la colle.
Je sais propre, hein. Alors, j'ai arasé les arêtes, ce qui permet d'une part de faciliter l'insertion du faux tenon dans le trou, dans la mortaise, mais aussi ça permet à la colle de dégager. Comme papa dans maman, sauf que papa il va pas avec un marteau. Je sais pas si ça va être retenu sur YouTube ça. Et voilà, on va maintenant s'occuper de la deuxième partie des tenons. Donc les tenons, ils doivent finir comme ça, pas comme ça. Donc il va falloir découper ces morceaux. Et j'ai envie de le faire à la main, je vais le faire donc à la scie et au ciseau. Bon, j'ai de la chance, j'en profite, mon Trusquin il est réglé sur 15 mm depuis hier. Donc j'ai pas besoin de le régler. Et je vais pouvoir très simplement tracer mes coupes pour mes tenons. Alors, je suis pas un pro, c'est la première fois que je fais ça, donc je suis loin du trait, c'est exprès. Hein. Je mets le ciseau sur le trait, le bloc en position. Méthode numéro 2, peut-être plus facile, je vais prendre appui sur cette face. Ouais, c'est plus simple. Je crois que je peux pas faire plus vite. Je vais maintenant tracer mes mortaises sur les pieds et cette fois encore, je vais essayer d'être le plus précis possible. Donc c'est encore une fois la première fois que je fais ça, mais je vais quand même appliquer quelques petites méthodes. Déjà, je vais utiliser donc ce Trusquin qui est toujours réglé sur 15 mm, qui m'a servi à faire les tenons. Et ben, je vais m'en servir pour marquer les bords des mortaises à la même distance. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je vais utiliser ce réglet d'1 mètre et celui-ci uniquement. Je ne vais pas utiliser un réglet plus court, même si parfois ça peut être plus pratique. Parce que regardez bien. Vous voyez, on a ici, je ne sais pas si ça se voit bien, un demi-millimètre d'écart sur 50 cm. Ce qui sous-entend que pour le réglet d'1 mètre, j'ai un millimètre d'écart par rapport à celui de 50 cm. Et vous pouvez tester ça avec un mètre à ruban, c'est souvent le cas aussi. Bref, si vous avez plusieurs mètres à ruban, n'en utilisez qu'un seul du début à la fin de votre projet. Vous ne serez pas forcément plus juste, mais en tout cas, vous serez plus précis. Donc ce réglet de 50 cm, je vais le ranger et je ne vais pas m'en servir pendant tout le projet. Alors c'est le moment de réfléchir et de ne pas se tromper. Donc j'ai pris les plans et je les ai mis à côté de moi. Je vous les affiche pour que vous voyez bien. Donc ça c'est le pied avant droit. Donc c'est celui-là. Donc sur le pied avant droit, les mortaises pour mes traverses, elles sont à l'arrière. Donc je vais prendre la face marquée arrière. Alors le bas est de ce côté. Et le haut est là. Je vais toujours prendre mes mesures à partir du bas.
Voilà. Et ce que je vais faire, c'est comme j'utilise un réglet, le 0 il est vraiment sur le bord, je prends une cale et je me mets dessus. Comme ça, il n'y aura pas de petit décalage d'1/2 millimètre à chaque mesure. Pourquoi je prends toujours les mesures à partir de là? Parce qu'en fait, si je mesure par exemple 10 cm et qu'ensuite je reprends 10 cm, puis 10 cm, j'ai fait 3 mesures, 3 erreurs qui peuvent se cumuler. Alors que si je me mets sur le bord et que je mesure 10, 20, 30, eh ben c'est beaucoup plus juste. Donc il y a moins d'approximation, on va dire, donc on est plus précis. Je vais d'abord commencer sur tous les pieds par tracer le côté de la mortaise qui se trouve à 15 mm du bord. Donc une ici et une là à peu près. Sur chacun des 3 pieds, je ne dis pas les 4 pieds parce que le pied de la presse et la mortaise elle est à peu près au centre. Et donc on ne sera pas à 15 mm, donc forcément. Donc la mortaise sur les 4 pieds, elle est à 25 mm du bord. Ma mortaise elle part à peu près là. Et en haut, elle fait 755. Donc elle commence ici. Bon, je continue comme ça vite fait. Je reprends après. Cette fois, je vais utiliser le Trusquin pour tracer ce côté de la mortaise. Donc la mortaise qui se trouve du côté du pied en bas. Et donc qui est à 25 mm du bord. Je vais utiliser le Trusquin parce que même si je me plante et que par exemple je le fais à 24 mm du bord, eh ben, j'aurai mes mortaises qui seront toutes à la même hauteur par rapport au sol, donc par rapport au pied. Donc finalement, ça ne sera pas important. Et je ne ferai pas une erreur d'1 millimètre de toute façon. Alors même si je sais que je ne pourrais pas être aussi précis à la découpe qu'au traçage, c'est quand même extrêmement satisfaisant de faire des traçages hyper propres, hyper précis. Et en fait, le Trusquin ici, il a une lame qui est à l'extrémité là, et qui va venir se caler par exemple dans l'encoche de 25 mm de mon réglet. Voilà. Tac. Là, je sais que je suis pas à peu près sur le trait, mais sur le trait, parce qu'en fait, je suis dans la graduation, dans la gravure de la graduation du réglet. Et voilà. Bon, je termine de tracer tout ça et je vous reprends. Bon, on va déjà vérifier les réglages. Je ne sais pas si vous voyez les traits, mais on est pile dessus. En voilà une de faite, plus que 7. Je l'ai fait en off les autres. Alors voilà nos mortaises, on va les regarder d'un peu plus près. La plupart se sont bien passés, mais j'ai quand même eu quelques soucis. Ça par exemple, c'est ce qui arrive quand on oublie de serrer la hauteur du plateau et que le plateau descend. Donc forcément, quand le plateau descend, la mortaise monte. Là, il est présenté à l'envers, mais vous avez compris l'idée. Alors ici, ça se voit pas très bien et c'est pas plus mal. Si vous regardez cette face ici, c'est tout à fait droit. Si vous regardez en dessous, c'est pas droit. Le mandrin de la mortaiseuse s'est desserré et la mèche, elle s'est baladée un peu dans le trou. Donc ça nous fait 8 belles mortaises. Je ne vais pas m'amuser à faire 8 x 4, 32 équarrissages d'angles au ciseau à bois, ça va être beaucoup trop long. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt arrondir les angles des tenons.
J'ai fait les autres ajustements en off et voilà ce que ça donne. Alors, il faut que je regarde mes repères. Comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Alors globalement, d'un premier abord, moi je suis plutôt content parce que ça ressemble fortement au plan que j'avais dessiné. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Néanmoins, on va faire un bilan complet. Donc je vais reprendre par ordre chronologique tous les points notables que j'ai rencontrés durant cet exercice. Et donc on va commencer par le corroyage. Comme pour les pieds la dernière fois, j'ai eu des soucis lors du rabotage. Parce que le bois a travaillé, j'ai pas pu à la fois avoir un état de surface parfait sur toutes les faces de mes pièces et en même temps préserver une épaisseur de 50 mm. Alors autant pour les pieds, j'ai choisi de perdre 3 mm d'épaisseur, autant cette fois-ci, j'ai sacrifié l'esthétique. C'est un choix réfléchi, préserver les dimensions de mes pièces, ça m'évite d'avoir à rectifier les plans, et la perte esthétique est minime puisque les faces moches seront cachées dans l'établi. D'ailleurs, si vous regardez de près un meuble ancien, vous constaterez que c'est parfois comme ça. Eh oui, à l'époque, la raboteuse, c'était les rabots et les bras du menuisier. Donc quand on travaille à la main et qu'on veut être rentable, on peut choisir de ne pas perdre de temps à raboter une face de bois qui sera cachée par exemple, les tiroirs. Alors comme pour les pieds, j'ai pris soin de réfléchir au positionnement des traverses en fonction de leurs défauts, et dès le rabotage, j'ai par exemple fait attention à ce que la face ici soit bien rabotée pour la mettre face visible, et cacher ce côté-là, qui n'est du coup pas complètement raboté. Maintenant, on va parler un peu des tenons. Alors l'outil sur la toupie qui permet de faire les tenons, top, nominal. Sa seule limite, c'est les 50 mm, et c'est bien dommage. Mais ça m'a permis d'expérimenter la technique des tenons à la défonceuse, qui elle aussi marche très bien. Par contre, il faut être très soigneux sur le réglage de la profondeur. Je me suis fait avoir, j'ai défoncé quelques dixièmes trop profond, je ne sais même pas trop pourquoi. Il y a peut-être du jeu dans la butée de profondeur de ma défonceuse, je vais vérifier ce point. C'est un modèle que je n'ai pas depuis longtemps. Ensuite, j'ai fait une boulette en coupant 2 traverses trop courts. Donc c'est une erreur bête, j'ai lu la cote sur le plan sans les tenons. Ça m'a permis de faire connaissance avec les faux tenons. Après, bien sûr, m'être mentalement, copieusement botté le cul. La mortaiseuse maintenant, alors je l'ai dit pendant la vidéo, je l'avais déjà testé et le résultat était médiocre, à un point que j'ai pensé à ne jamais m'en servir et économiser pour une mortaiseuse à bédane carré. Je pense que ça venait du fait que j'ai fait des essais dans du bois tendre et que les copeaux ont fait des dégâts. Et c'est dommage, je vous aurais bien montré le résultat de ces expériences, mais ça fait bien longtemps qu'ils ont contribué à cuire une côte de bœuf, ou autre chose, des petites saucisses peut-être. Donc ces mèches que j'ai utilisées là, les mèches droites, c'est pas les meilleures pour évacuer les copeaux. Celles qui sont spiralées comme celle-là sont bien plus efficaces pour ça. Et donc je pense que les copeaux coincés entre le bois et la mèche ont ovalisé les trous usinés par la mèche droite. En fait, il y a 2 façons d'utiliser une mortaiseuse. Soit vous percez votre bois jusqu'au fond de votre mortaise, vous ressortez la mèche pour repercer à côté du premier trou, puis ensuite vous terminez le fraisage par des mouvements de va-et-vient latéraux. Soit vous faites comme j'ai fait, vous percez de quelques millimètres, vous faites le mouvement latéral tout de suite, vous repercez plus loin et vous refaites le mouvement comme ça. J'ai utilisé cette méthode parce qu'à mon avis, elle permet de minimiser le risque de bourrage de copeaux. Ensuite, quelle est la meilleure technique entre rendre une mortaise rectangulaire et arrondir les coins d'un tenon pour assembler le tenon et la mortaise? D'un point de vue robustesse, c'est similaire, je pense, mais arrondir les tenons, ça a été beaucoup plus rapide. Et puisqu'on parle de rapidité,
J'ai pu mesurer tout l'avantage d'une domino pour un menuisier professionnel, même si la machine coûte cher au premier abord, elle est quand même très rapidement amortie par le temps gagné à mon avis. Donc pour ma part, je ne compte pas investir, mais j'y réfléchirai certainement dans quelques années quand le brevet de Festool va expirer et que d'autres marques seront autorisées à produire leurs propres modèles. Ça va pas tarder d'ailleurs, il me semble. Ça promet d'être intéressant ça. La découpe des tenons à la scie et au ciseau à bois. Bon, j'ai eu l'occasion d'en faire 6 et l'entraînement a payé et le 6e était le plus propre et le plus vite fait. La scie était sur le trait pour le dernier et c'est vraiment très plaisant de s'améliorer par la pratique et c'est cool parce qu'avec cet établi, je vais encore pratiquer pas mal. Les mortaises, alors j'ai fait des bêtises, j'ai oublié de bloquer le plateau parce que j'étais trop confiant et ça c'est typiquement humain. J'ai été trop léger sur les vérifications de base parce que j'avais fait 2 belles mortaises pour les faux tenons. J'ai baissé ma garde en fin de compte et ça s'est soldé par un défaut sur le bois. Heureusement, sans gravité, ça ne se verra plus une fois la traverse en place. Néanmoins, la leçon est sue. La mèche qui s'est desserrée, c'est noté. Je remettrai un coup de clé sur le mandrin régulièrement. La technique de la craie grasse pour voir où ça bloque, c'est à la fois une bonne et une mauvaise idée. Bonne idée parce que ça fonctionne très bien. Mauvaise idée parce que pour l'enlever, j'ai dû poncer ma mortaise et j'ai un peu trop de jeu maintenant. Et bon, il n'y a pas de choix, il faut l'enlever en plus pour le collage. Donc en plus, si vous n'avez pas de ponceuse à bande étroite comme celle que j'ai utilisée, ça va être un petit peu fastidieux de poncer au fond d'un trou étroit. Ça se fait, mais c'est pénible, alors autant éviter d'avoir à le faire. D'autant qu'en forçant un petit peu, en enfonçant le tenon dans sa mortaise, le bois est suffisamment marqué pour se passer de craie grasse. Et d'ailleurs, puisque je parle de cette ponceuse, elle est très pratique pour ce genre d'ajustement. J'en ai fait une présentation, je vous la mets là si ça vous intéresse. Bon, et puis finalement, l'essentiel, ils sont comment ces assemblages? Eh bien, le bon terme, c'est perfectible. Et c'est bien normal, ce sont les premiers. J'ai testé plusieurs techniques, je me suis fait la main, mes assemblages ont des défauts et ça se voit. Les alignements sont pas bons, par exemple. Si ça a un impact sur la géométrie de l'établi, je les rectifierai, mais sinon, je les laisserai comme ça. Cet établi, il est en train de naître, je l'aime déjà pas mal, et je sens que je vais y être attaché. Alors autant le laisser tel quel avec ses défauts, s'il ne gêne pas. Voilà pour le bilan. Encore une fois, j'ai beaucoup appris. Je voudrais vous remercier vraiment pour m'accompagner dans cette expérience. J'espère qu'elle vous profitera à vous aussi. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. En attendant, moi j'y retourne.